Je suis le petit chevalier, avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter, j'irai te visiter. Sauvage est celui qui se sauve. Il est venu de loin. Il n'avait dans ses poches ni miettes ni cailloux, rien qui lui permette de retrouver son chemin. Il a pris son visage entre ses mains, il l'a déposé sur une toile et il est reparti. C'est loin, vu d'ici, la Corée. Il ne portait sur lui que ses vêtements d'été, un petit pantalon de toile, des chaussons de caoutchouc vert et blanc, un bracelet de plastique scellé où quelqu'un avait écrit son nom, Shin-do. À l'aéroport, on l'a déposé dans les bras d'une mère inconnue et les sanglots se sont arrêtés. Il l'a regardé, étonné. Un petit coup d'œil curieux, et il a plongé dans le sommeil, instantanément. Alors c'est elle qui a pleuré. Un jour, il apparaît. Ça aurait pu être un autre. C'est lui. Au début, tout l'étonne. Il y a une femme avec des cheveux de garçon et un homme très grand. Il y a un garçon blond, de sa taille à peu près, et une fille plus grande. Il observe, hésite, tend la main. Est-ce qu'il peut? Oui, il peut. Il peut toucher, et prendre, et garder. Rien n'arrivera de mal s'il plonge la main dans le panier à jouets, mais il n'ose pas. Il y a des fourchettes, des Legos, des lits et des gens, des visages qui se ressemblent. Il y a des shorts en tissu éponge et des soupules en lycra. Il y a des pantoufles et des sandales, des bottes en caoutchouc, des pyjamas et des anoraks, des salopettes de velours, des bonnets. Il y a du papier et des crayons, des ciseaux et de la colle, des couvre-lits en patchwork, des ballons et des schtroumpfs en plastique, des voitures, un camion, un fourgon de police, une déesse, des poupées blondes et un bébé noir, des ours bruns et des lapins bleus. Parfois, il perd la tête, un peu ivre. Il finit toujours par trouver un bâton, des cailloux, qui font mieux l'affaire pour jouer. Il imite beaucoup. Il regarde comment font les autres. Ce qui mène aux sourcils froncés, ce qui mène au chocolat, ce qui mène aux genoux du père, au bras de la mère ou au coin. Il absorbe tout ce qui l'entoure et dort tant qu'il peut. Dès que la mère quitte la pièce, il devient nerveux. Si elle ne revient pas très vite, il pleure. La nuit aussi, il pleure. Des larmes de peur. Alors, la mère se lève, une fois, deux fois, jusqu'à ce qu'il dorme. Au premier repas, il mange jusqu'aux miettes tombées sur la nappe. Alors la mère se lève précipitamment pour aller chercher quelque chose dans la cuisine et ne rapporte rien. Il y a des céréales et des pommes de terre. Il y a des boulettes et des œufs. Il y a des spaghettis et des pommes, des arbres, du jambon, du fromage et du pain. Il y a du lait, il y a de la glace. Il veut tout goûter, même ce qui ne se mange pas. Dans les premiers temps, la mère l'empêche de tout engloutir comme si on allait lui reprendre sa part. Alors il panique, il pleure, et elle dit « Je ne peux quand même pas laisser faire ça. » Et puis tant pis. Elle part dans la cuisine chercher du sel. Peu à peu, il grossit, un petit ogre. Au début, il a essayé la fourchette, mais ça l'énervait trop, alors tant pis, va pour les mains. Les fourchettes, ça viendra plus tard. Entre-temps, les mains, ça va aussi, si c'est plus facile. Il est absorbé tout entier par la nourriture. Il a eu faim, pas besoin de le dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas, elles prendraient toute la place. Elles deviendraient impossibles à terre. Et après, il n'y aura plus qu'elle. Il deviendrait l'affamé, le malheureux. Et ça, personne ne le veut. Surtout pas lui. Alors plus personne ne se plaint à table. Parfois quelqu'un dit « Tout va bien maintenant. Il y aura toujours assez, c'est promis. »
Mais les mots ne veulent rien dire et d'ailleurs, il ne les comprend pas. Autour de la table, ça crie, ça raconte la journée, ça se disputaille pour des bêtises. Il est le plus joyeux, le plus luron, le plus bruyant, exubérant, irrésistible. Mais aussitôt les tartines posées sur la table, il ne participe plus à rien. Le regard fixé sur la nourriture, ces tartines molles aux croûtes brûlées, la confiture et le choco et les verres de sirop Tesser à la menthe, à l'orange ou à la grenadine qui pour les autres vont de soi. Encore du sirop? Pourquoi on n'a jamais de coca, nous? Le père rit. Il le regarde. Rit avec le père. Regarde les autres qui boudent. Boude avec les autres. Et puis, regarde la mère qui lui sourit. Alors, il lui sourit en retour. Tout le monde a fini par oublier la faim, même lui. La mère aussi a oublié d'où vient sa colère, cette envie de frapper, cette rage de la mère, parce que jamais elle ne pourra combler la faim qu'il a eue avant elle, avant qu'elle soit la seule mère disponible pour lui. Lui, ses doigts sont fins comme des baguettes, avec les articulations proéminentes. Malnutrition, dit la mère. Ça attaque les os. Avec le lait, tout ça va s'arranger. Mange, mon grand. Jean-Christophe est à peine plus grand que lui. Il a des yeux très clairs et des boucles blondes. Il est le seul à pouvoir déchiffrer le langage du nouveau frère, ses cris d'oiseaux, ses explications, ses onomatopées. Il traduit toutes ces choses incompréhensibles et extrêmement importantes. On voit bien qu'elles sont importantes, ces choses. À sa figure, on le voit. À l'énergie qu'il met à s'expliquer, ses grands gestes. Et on dit « Pardon, je ne te comprends pas ». Alors il s'énerve, il tape du pied, il se met à hurler. Et on appelle Jean-Christophe, qui se poste à côté de lui, l'air ambassadeur. Lui, il s'illumine et s'agite, dit n'importe quoi. Tranquillement, en fronçant les sourcils parce qu'il ne comprend pas où est le problème, Jean-Christophe traduit. Il veut aller au jardin, jouer au tracteur. Il faut ouvrir la porte. Il a soif. Il veut de l'eau. Il a vu une Mercedes. Il veut le même cartable que moi. Il veut aller à l'école. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on a entendu, mais tout se calme. Et ils ont le même air ravi. Alors on dit « C'est ça, ce qu'il dit ?» Et Jean-Christophe se renfrogne parce qu'on ne lui fait pas confiance. Mais lui, il sourit et secoue la tête avec énergie. Personne ne sait comment Jean-Christophe fait. On dirait qu'il est dans sa tête. Ils ont presque le même nom quand ils parlent d'eux-mêmes. Shindo s'appelle Tito et Jean-Christophe, Titoff. On les voit rarement l'un sans l'autre. L'un arrive en courant, il trébuche, explore le terrain. L'autre suit, un peu prudent. Jusqu'au jour où c'est la bagarre, parce que l'un voudrait dessiner et que l'autre n'arrête pas de le cogner avec son camion à benne, de le faire rater systématiquement. Ça chiffonne la feuille, ça casse les crayons. Il prend un air contrit chaque fois que le crayon dérape sur la feuille, mais 2 minutes après, ça recommence. On dirait qu'il le fait exprès. On entend un petit cri inquiet. « Arrête, Shindo, on va finir en bagarre !» Parfois, il hurle de rire. Il se bidonne. Personne ne sait pourquoi. Ils ont leur monde à eux. Un petit bloc compact, indivisible, que tout le monde appelle les garçons. Il n'y a pas de visage asiatique à la télévision en ce temps-là. Pas de miroir. Pour les miroirs de la maison, il est trop petit. Alors, il oublie son visage. À l'école, ils se pressent tous autour de lui, comme autour d'un héros ou d'un nouveau jouet. Ils font tout ce qu'il veut. Quand il passe les bornes, la surveillante ne dit rien. Et on le sait bien qu'il passe les bornes. Et il le sait aussi. Et il n'y a qu'à voir son sourire quand il ne sait pas qu'on le voit. Il est le roi de la récré. Jean-Christophe observe la scène, un peu en retrait. Il n'y a rien à faire. Alors, il soupire et il s'en va jouer dans son coin. Quand la cloche sonne, il court se poster au bout du couloir. Il prend sa figure de malheur, tend la main, et un à un, comme à l'église, les autres enfants y déposent leur collation. Il fait des réserves, comme un hamster. Il a des joues comme des boules. Quand la mère la prend, elle se fâche. Elle va à l'école pour que ça s'arrête. Elle négocie, mais ça ne change rien. À l'école, ils disent que c'est plus fort qu'eux. Il est si mignon, pauvre gosse. Alors, elle remercie gentiment et rentre en râlant.
On rit parce qu'elle allume une cigarette alors qu'il y en a déjà une à moitié grillée dans le cendrier. Elle dit qu'elle en a sa claque, que les gens sont idiots, que c'est à rendre fou un saint toutes ces dames patronesses. Une année plus tard, la photo de la grande sœur arrive. La grande sœur a un nom coréen et un nom de baptême, parce qu'elle vient de l'orphelinat des sœurs canadiennes. Elle pourra choisir. Elle gardera son prénom chrétien sans hésitation. C'est le même que celui de la grand-mère, Johanna. Quand la grand-mère a vu la photo, elle l'a retournée, elle a lu le nom écrit au crayon et elle a pleuré. Puis, elle a ri à travers ses larmes. Cette petite fille lui était destinée. Le père a accroché la photo de la sœur sur le mur de la cuisine, à côté du calendrier. On la regarde au petit déjeuner, on la retrouve au goûter. On lui dit bonjour, même si on sait que pour elle, là-bas, c'est déjà l'après-midi. On l'attend 9 mois. Dans 9 mois, on sera au complet. On sera un carré parfait. 2 Coréens et 2 Belges. 2 filles et 2 garçons. 2 5 ans et 2 9 ans. À l'aéroport, la grande sœur reconnaît la famille par la fenêtre du bus. Elle aussi, là-bas, a vu des photos. Elle a aussi attendu 9 mois. Elle a vu les lettres que la mère envoyait, sa petite écriture sur le papier bleu par avion, avec les timbres du roi des Belges. Elle fait de grands signes, pointe du doigt sa poitrine. C'est moi. C'est en riant que ça commence avec la sœur. En plein soleil, sur une terrasse, devant le grand panier où la mère balance tous les soirs les jouets qui traînent dans le salon. La sœur découvre les fourchettes et rit. Regarde la chaise avec attention et hésite. Monte debout sur la chaise pour s'asseoir et rit. Rit des efforts des autres à manipuler les baguettes sur la table. Rit du goût bizarre qu'elle aurait ici. Quand elle a une question, elle ouvre son dictionnaire. Elle pointe un doigt sur la mère, Oma. Un doigt sur le père, Opa. On répète après elle. On pointe les objets, on dit les mots. On rit. Shindo l'observe à la dérobée. S'en mêle avec les baguettes, s'énerve, veut une fourchette. Ne comprend pas la langue qu'elle parle, ne veut rien entendre. Quand elle chante, il plaque ses mains sur ses oreilles. La grande sœur apprend le français en quelques semaines. Elle danse avec des rubans. Elle raconte la Corée. Elle raconte si bien qu'on voudrait y aller. Quand on lui dit qu'on voudrait y aller, elle est toute étonnée. Elle, ça ne l'intéresse pas. Elle veut rester ici, rattraper son retard à l'école. Et quand elle sera grande, adopter des enfants. Cet été-là, on déménage. Dans une ville nouvelle, comme des pionniers, disent les parents. C'est un grand chantier, Louvain-la-Neuve. Une épicerie, une bibliothèque des sciences, 1 ou 2 facultés de l'université, une école, une gare, une ferme au bord d'un chemin creux et notre maison au milieu de la boue. Tout est en vrac, pas encore fini, tant mieux. On repart à 0 dans la ville nouvelle. Après la sieste de l'après-midi, il passe la tête par la fenêtre et l'instant d'après, il est dans le jardin. Il court du boulot à la terrasse, de la terrasse au talus, hurlant et vrombissant, le visage tendu vers le ciel, avalant le vent et les mouches. Il écarte les bras, tente un looping, s'écrase dans l'herbe et il rit. Ivre, des pieds à la tête, il ouvre la bouche, fait le plein de soleil, bondit et repart au galop. Il est ya, ya, le vaillant soldat avec sa mitraillette, l'alpiniste, le boyard et le pitchounet, l'amiral à la proue du bateau, la grosse madame aux boules de pétanque à la place des saints. Il est tout. L'alpha et l'oméga, le début et la fin, le meilleur au ballon, le meilleur acrobate, le plus fort, le plus beau, rien ne l'arrêtera. Pas un ravin sans qu'il ne s'y précipite, pas une flaque sans qu'il ne s'y étale, pas un pantalon sans trou, pas un jour sans mercurochrome. Il court droit devant. Et il tombe, bien sûr. Il n'y a que lui que la chute surprend. Il jette un œil alentour. Est-ce qu'il y a un témoin? Il lèche le sang sur son genou, frotte la terre, voit les traînées vertes sur les habits. Personne ne lui en voudra.
Il y a du sang, ça fait atrocement mal. Il revient en boitant vers la maison. Pleurer ferait meilleur effet, mais ça ne vient pas. Alors il geint doucement, réclame des soins, du qui-pique et un sparadrap, le plus gros. Un baiser sur le sparadrap, pas trop fort, ça fait atrocement mal. Il fonce à fond, le visage tendu vers le ciel, mais le jardin n'est pas assez. Alors il s'échappe, par le talus, dans la ruelle, et comme par hasard, voilà l'étang. 3 fois déjà il est tombé dedans, avec la vase et les têtards. Ça le fait rire d'avoir avalé le têtard. Il est l'homme grenouille. Aucune limite ne lui résiste. Il se tient en équilibre à l'extrême bord du talus, les bras écartés, les yeux brillants. Un jour, il s'envolera. Interdire n'y changera rien. Promettre, menacer, ce n'est pas la peine. Dès qu'on a le dos tourné, il finit dans les temps. Chaque soir, il lutte contre la nuit. Le jour, il est partout le premier. Un peu caché dans l'ombre, il observe ceux qui le cherchent partout, sans répondre aux appels. Il fait semblant de s'échapper, mais toujours il attend, même si ça finira au coin pendant de longues minutes. Même si la mère a la patience qui bout. Elle n'y peut rien. Elle n'a pas compris qu'il veut qu'on le retrouve. À chaque fois, elle se laisse avoir. Elle croit que c'est foutu. Alors elle se fâche. Comme une porte, elle sort de ses gonds, elle claque, elle demande au bon Dieu ce qu'elle a fait de mal. Un jour, quelqu'un lui dit « Il vous donne du fil à retordre, n'est-ce pas? Vous ne regrettez jamais ?» Elle répond en souriant, mais entre ses paupières, on voit qu'elle retient un éclair, une machette. Heureusement, elle est bien élevée. Il est parfait comme ça. Il est vivant, c'est tout. Et je le connais comme si je l'avais fait. Les questions des autres arrivent toujours à des moments inattendus, des moments où on n'y pense pas. Ton frère, il a été abandonné? Il se souvient? Et sa mère, elle est toujours vivante? Toujours les mêmes questions. Un peu plus prudentes quand elles lui sont posées directement, avec une gentillesse apitoyée, un brin avide. Et un jour... Ça leur a coûté cher à tes parents? Ce sont toujours des histoires de vérité, de vrais parents, vrais noms, vrai amour. Est-ce qu'on sait pourquoi il a été abandonné? À cause de la guerre? Et il faut leur expliquer que la guerre de Corée est finie depuis 20 ans. Que maintenant c'est le Vietnam. Que oui, il y a 2 Corées, comme les 2 Allemagnes, une communiste et une pas. Et comme en Allemagne, il y a une base américaine, mais on ne sait pas pourquoi, puisque la guerre est finie. Que non, il ne vient pas du Nord. Qu'il n'y a pas de dictateur d'où il vient. Mais ce n'est pas ça qu'ils veulent savoir. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Une histoire, on dirait. Comme dans les films. Une histoire terrible avec une musique de malheur, comme disent les garçons en se moquant de nous quand on pleure. Au début, je ne m'y attends pas. Quand on me demande comment ça se passe avec mon frère, je réponds « Lequel ?» Je me prépare à dire qu'ils sont tous les 2 insupportables, mais très vite, ils précisent « De petits Chinois. » Alors je rectifie « Coréens. Du Sud. » Et ça recommence. Après, je me méfie. Quand ils me regardent avec le petit flou entre leurs paupières, la petite hésitation au coin des lèvres, tout se met en alerte. Alors je fabrique une réponse avec des mots attrapés dans la bouche de ma mère. Il est très heureux, tout à fait adapté. Il a un cœur en or. Allez, laisse tomber. Mais parfois ils disent... Moi, j'admire tes parents. Ils sont courageux, moi je pourrais pas. Alors je réponds... Oui, on a de la chance avec les parents. Et ces mots-là viennent sans y penser de ma bouche à moi. Mais je ne vois pas en quoi c'est plus courageux que d'accoucher. Accoucher, il paraît que ça fait très mal, qu'on voudrait mourir et qu'après, on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire avec ce bébé qui gigote dans tous les sens. Je ne vois pas en quoi c'est plus courageux que de quitter la Corée pour toujours sans comprendre ce qui vous arrive et de travailler tous les soirs pour apprendre à écrire en français quand on a 9 ans. Quand on a des enfants, on s'en occupe, c'est tout. On fait ce qu'il y a à faire. Le courage n'a rien à voir avec ça. La vilaine question vient toujours en dernier. Je la sens arriver avec l'hésitation et le regard de biais. Et tes parents, ils font pas de différence entre vous? C'est pas la même chose quand même. Un enfant de ton sang et un gosse qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Cette question-là ne suscite aucun trouble, juste du dégoût.
Et la réponse fuse, impertinente, pas du tout. Je cherche un moyen de m'échapper loin, dans la cabane au fond du jardin, avec les araignées. Sale, comme si quelqu'un m'avait versé un seau de vaisselle sur la tête. Mais les questions s'infiltrent et parfois, à table, je guette. Est-ce que les parents font une différence? Absolument. Ils font 1000 différences, tout le temps. Maman protège les petits, et nous, on peut se débrouiller. Elle est fière de Joe, qui fait tout bien, et nous, on est trop paresseux. Elle s'arrache les cheveux avec les bêtises de Chine, mais elle finit toujours par céder. C'est à moi qu'elle raconte les histoires de quand elle était petite, parce que je veux tout savoir et qu'il faut répondre aux questions des enfants. Ça ne marche pas, cette comptabilité de la différence. La seule chose qui est certaine et vérifiée, c'est qu'il y en a 2 dans cette famille qui posent des problèmes. Et pour la même raison. Ils ne savent pas ce que c'est que d'obéir. Ils n'ont pas de limite. On est 2 insupportables sur la ligne de front des revendications. 2 impertinents, une fille et un garçon. Un Coréen et une Belge. Et 2 sages, des négociateurs sur qui on peut compter. Mais la ligne de partage ne se fait jamais entre les adoptés et les autres. Elle se fait entre les grands et les petits. Les garçons qui vont se coucher à 8 heures et les filles qui peuvent rester. Les garçons qui vont au bac à sable, les filles qui font leurs devoirs. Et tout le monde est prié de débarrasser son assiette et de ranger ses affaires, qu'on soit une fille ou pas. Oui, la question est sale. S'il n'y a pas de réponse, c'est qu'elle est mal posée. Elle me durcit, m'empêche de penser. Elle fait de ma famille une forteresse à défendre. Elle interdit de dire ce qui compte et ce qui inquiète vraiment. Un soir, je n'y tiens plus. Tout le monde dort, mais tant pis, je les réveille. Je dis que les gens veulent tout savoir, que je ne sais pas quoi répondre. Engourdi de sommeil, ébloui par la lumière, il se dresse sur un coude. Ma mère dit que les gens sont curieux, qu'ils ne regardent pas plus loin que leur village, qu'il faut être patiente, ils vont s'habituer. Dis-leur que ce sont des imbéciles et que ça les regarde pas. Jamais je ne pourrais répondre ça. Alors, elle réfléchit. Dis la vérité. Il n'y a pas de différence dans cette maison. Et s'ils t'embêtent, dis-leur de venir me voir, je leur expliquerai. Elle retourne dans la couverture en grognant sur les gens. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Mais ça continue. Alors, mon père raconte qu'un jour, dans un train, un type lui a demandé si ce n'était pas dangereux, le Caire, où il a grandi, et qu'il a répondu... Oui, c'est un vrai coupe-gorge. Les rues sont pleines d'assassins et de mécréants. Il a dit au type ébahi que les assassins s'appellent Hachishines, qu'ils fument des drogues qui rendent fous et sanguinaires, qu'ils se promènent avec une dague entre les dents, mais que lui, il est de la lignée des pharaons, des bâtisseurs de pyramides. C'est pour ça qu'il est architecte. Et il rit. Le pire, c'est qu'il l'a cru. Il fallait voir sa tête. Le monde est vaste, Dit le père. Il y a assez de gens bien pour ne pas avoir besoin de perdre son temps avec les imbéciles. Quand il y a les nouvelles à la radio, il faut se taire. À cause du Chili, de la Palestine et du Vietnam. Dans le salon, il y a un disque avec une pochette sublime, verte et orange. Elle est sublime à cause des couleurs qui explosent au milieu. De loin, on dirait un arbre. L'entremêlement du feuillage et le fouillis des racines. Mais quand on s'approche, on voit que c'est un visage d'homme qui se reflète par-dessus une boule de cheveux crépus. C'est l'histoire d'un hippie qui se retrouve au Vietnam par hasard parce qu'il prend la place d'un soldat. Il se coupe les cheveux et se glisse à la place du soldat dans la caserne pour que le soldat puisse faire la fête une dernière fois avant de se faire tuer. Les hippies, je sais ce que c'est. Ma tante Dominique en est une, elle est à Katmandou. Une hippie, ça marche pieds nus dans les autobus et ça a des poux. Et la nuit, ça fume des cigarettes qui sentent bon jusque dans ma chambre. Mon père a les cheveux longs, une veste en mouton retourné et une sorte de chapeau mou qui fait rire les étudiants. Il dit que ma mère ressemble à Twiggy, le mannequin sans sein avec des cheveux comme un garçon et des yeux papillons. Le film s'appelle
R. C'est un film contre la guerre. On voit des gens qui brûlent leur carte d'identité. C'est interdit. Mais c'est un film qui parle de la liberté, de faire ce qui est juste, même si c'est interdit. Parce qu'on veut un monde sans guerre, et il y a un rapport entre la guerre et les papiers d'identité. Les gens du film sont citoyens du monde. Et on a de la chance, parce que le monde change. Les gens se rendent compte que les histoires de race et de pédigré sont une vaste connerie, dit ma mère. Et le soir, parfois, ça discute ferme au salon. Du tiers-monde, de Nasser en Égypte, des généraux, des colonels. Ça discute ferme et ça rit. Ça lève son verre à l'avenir. Le monde change et on est dedans. Parfois, je pleure. Je me demande pourquoi. Parce que j'ai dansé trop fort ou parce que j'ai trébuché sur une voiture Matchbox qui traînait sur la moquette. Je ne pleure pas sur ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, je sais ce que c'est. C'est un chagrin petit bourgeois. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais c'est ce que j'ai. J'ai attrapé un petit chagrin bourgeois, comme on attrape une grippe. Rien de très important. Les petits chagrins bourgeois, ou les chagrins des petits bourgeois, je ne suis pas très sûre, et je n'ose pas demander, parce que je ne suis pas censée avoir entendu la conversation sur la baie des cochons, les cochons de bourgeois et les impérialistes. Cette conversation où ma tante a traité mon père de con et qu'il a éclaté de rire en disant qu'elle n'avait pas changé, toujours aussi soupe au lait. En tout cas, ce que je sais, c'est que les chagrins, petits ou grands, des bourgeois, c'est quand on n'a pas faim, qu'on a de quoi dormir, et pas de soucis. Que ça n'a rien à voir avec les chagrins inconsolables de Shindo. Je fais parfaitement la différence entre la photo de la petite fille au napalm et mon chagrin à moi, mais pas la différence entre la guerre du Vietnam et celle de Corée. Le point commun entre la petite fille au napalm et mon frère, ça a un rapport avec les Américains, Angela Davis et peut-être John Bass, mais d'elle je ne suis pas sûre, elle a l'air moins fâchée. En tout cas, c'est une histoire d'oppression et d'impérialisme, une histoire de blocs qui construisent des murs. Il y a un rapport avec nous et le coca, nous et le bloc de l'Est, nous et John Wayne, les films de guerre, les hippies, la conquête de l'Ouest et les Apaches qu'on fait passer pour les méchants, alors qu'en réalité, ils étaient là avant nous, avec l'aigle et le bison. Rien n'est très clair, mais il est question d'être du bon côté de la catastrophe, même si tout le monde est dedans. J'ai bien compris que Mao Tse-tung s'est battu pour que les gens n'aient plus faim, comme Robin des Bois. Ça s'appelle communiste. Pour être communiste, il faut être malin. Il faut bien observer, tout étudier et aller voir les gens qui s'appellent le peuple. Il faut interroger la base. Et là-bas, il y a des intellectuels dans les rizières et des poèmes affichés sur les murs. J'ai bien compris aussi que maintenant, ces histoires de Mao Tse-tung, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on croyait, mais que ce n'est pas une raison pour le jeter avec l'eau du bain. Il faut retenir que ce qu'il voulait, pas ce qu'il a fait. Et un jour, tout ira bien. Parce qu'on en a marre de l'oppression et de l'injustice. Parce qu'on en a marre de l'oppression et de l'injustice. Des deux côtés de la catastrophe. Il y a des gens qui ont décidé que ya basta, l'oppression et l'injustice. Il faut se révolter. Pour le dire, il y a des gens qui marchent et des gens qui s'asseyent. Partout, ils s'asseyent et ils marchent, ils chantent et ils crient. Dans les parcs à New York, à Serein, et ils font l'amour. Quoi que ça veuille dire. Lui, parfois il disparaît. Dans les chantiers, les chemins creux, les zones troubles de la ville. Hors de portée, loin de la maison. Il se faufile dans les brèches. Il n'est plus là. La première fois, on le cherche partout. Au bord de l'étang, dans les recoins de la ferme, dans le petit bois, jusqu'au terrain de foot. On alerte les voisins et le soir tombe. Le père prend la voiture, fait le tour des routes et de tous les fossés. Qui l'a trouvé dans un appartement au 3e étage du numéro 8 ? Qui a dit « Ces gens n'ont pas d'enfants. Ils n'ont aucune idée de la peur que ça fait. Un gosse qui n'est pas rentré au goûter. Il est comme ça, tout l'intéresse. Il a pu suivre n'importe qui. » Qui le ramène, tout joyeux, du sucre au coin de la bouche, intarissable à propos des grands chiens ? Il n'a plus peur. Il les a caressés
Est-ce qu'on peut avoir un chien? La mère est debout au milieu de la cuisine, une cigarette à la main et le paquet dans l'autre, le regard braqué sur la rue, en alerte comme un animal. Il y a un bon moment qu'elle n'a plus parlé. Il y a 2 heures, elle a murmuré « C'est de ma faute. J'ai oublié l'or, j'aurais dû faire attention. » La gifle a fait sursauter tout le monde, arrêter tous les élans, comme si elle n'était pas contente de le retrouver. Il a eu l'air surpris. L'instant d'avant, elle allait se jeter sur lui, s'accroupir, le serrer dans ses bras. Elle allait le bercer, l'étouffer de baisers, lui caresser la tête, lisser ses cheveux. On aurait sorti le chocolat malgré l'heure du souper et on aurait ri. Et peut-être qu'elle aurait dit oui pour le chien. Mais non. Elle s'est durcie comme un sergent-major et la gifle est partie. Ne fais plus jamais ça. Qui a dit, après, que c'était plus fort qu'elle? Que c'est le soulagement qui fait ça. Cette irruption de violence. Elle a eu trop peur. Elle est dépassée. Alors elle frappe. Elle frappe. Et sa figure, après, c'est comme si elle était frappée elle-même. C'est difficile pour la mère de parler de sa peur hors de la maison. Elle aimerait dire à quelqu'un, peu importe qui. J'ai peur pour cet enfant, il est infatigable. Il veut tout essayer et j'en ai 3 autres, bon Dieu. Je suis pas à la hauteur, moi, de ça. Cette vie-là, tellement de travail, jamais d'argent, tellement peu de temps pour respirer. Et mettre de l'ordre dans les affaires. Lire un livre seulement, prendre une après-midi pour soi, c'est pas tant demander. Elle est à disposition, la mère. Le jour, la nuit, les ongles vernis. Elle avance, de tâche en tâche, en attendant des jours meilleurs. Puisqu'elle l'a voulu, cette famille, qu'elle sait pourquoi ils l'ont fait, qu'ils en ont rêvé pendant les longues années des fiançailles, en écrivant des lettres qui font sourire aujourd'hui. Mais dès qu'elle dit que 4 enfants, c'est pas une sinécure, qu'elle est juste un peu découragée, les gens hochent la tête comme s'ils savaient où était son problème. D'autres le disent sans ménagement. Fallait s'y attendre. Adopter, c'est acheter un sac, un chat dans un sac. Peut-être qu'elle a des regrets, la mère. Qu'elle regrette en bloc de ne plus être que la mère. Peut-être qu'elle parle de ne plus s'appartenir, de ne plus arriver à faire face. On ne parle pas comme ça dans les années 70, dans le Brabant wallon. Même à ses amis, même à soi. On ne dit pas qu'on n'était peut-être pas faite pour être mère, parce qu'il faudrait ajouter qu'on ne changerait sa place pour rien au monde, et que ça n'a aucun sens, et qu'on ne supporte pas que ça n'ait aucun sens. On ne dit pas qu'on voudrait planter tout le monde là et se faire une vraie vie. Qu'on a peur, un jour, de remettre son tablier, de faire sa valise et de les laisser tous en plan avec leurs exigences. Sauf quand on explose parce qu'un 3e verre de lait s'est renversé sur le tapis. Les malaises s'accumulent. Il n'y a pas de lieu où s'arrêter pour demander ce que veulent dire les mots qu'on nous fait chanter, les gestes qu'on nous fait faire. Ce que ça nous fait quand des adultes se retournent sur nous en chuchotant ou que tout le monde nous observe en coin quand on entre dans un restaurant. Quand ils disent « ta sœur la geisha », ton frère le samouraï. Ce sentiment de ne pas être à sa place et l'incompréhension quand je regarde les yeux de mon frère et de ma sœur. Bien sûr qu'ils sont bridés, puisque c'est eux. Où est le rapport avec les Japonais d'un autre siècle? Comme si on appelait Jean-Christophe ton frère le viking parce qu'il a des yeux bleus. Ces visages qu'on appelle la famille. Quand on a le mal de la maison, qu'on veut que tout redevienne normal. Même si, dès qu'on est rentré, on a envie de repartir. Les yeux bleus délavés dans la petite figure ridée de la grand-mère. Ces grosses mains calleuses qui essuient les larmes sans demander d'explication. Et le bleu plus sombre des yeux de la mère qui devine tout. Le bleu tendre et profond de ceux du premier frère. Le marron doré des yeux du père. Le velours brun entre les paupières plissées de la sœur quand elle rit. Et les yeux de Shindo dans lesquels il est si facile d'entrer. Les miens, my kin, disent les Américains. Ma tribu. Cette cicatrice,
sur sa pommette, elle vient d'où? On ne sait pas. Pourtant, quelqu'un était là. Quelqu'un a vu le sang, entendu le choc. Est-ce qu'il a pleuré? On ne sait pas. Est-ce que c'est une chute? Un coup? À quel âge? Qui lui a donné un nom? Et pourquoi ce nom-là et pas un autre? On ne peut pas savoir. On a beau fouiller, on ne sait pas. Personne ne peut dire « Je t'ai vu naître, tu étais si paisible, tu n'as pas crié. Tu regardais les visages penchés sur toi, tout étonné. » Personne ne peut témoigner des premiers pas, premiers mots. On peut montrer la première photo, la petite photo noir et blanc où il tient une pancarte où sont inscrits son nom, une date et un matricule. On peut dire l'attente, les préparatifs et l'excitation. On peut parler de la Corée, de la première maman, de son courage. On peut dire la certitude qu'on a qu'elle l'aimait, qu'elle ne voulait pas l'abandonner, qu'elle n'a pas eu le choix. On dit même parfois, oui, la mère le dit, et on entend qu'elle y croit, que quand on l'a connu, on ne peut pas imaginer vivre sans lui. On peut dire que le monde est dur avec les femmes. On peut parler de la misère, sans accuser ceux qui se démènent là-bas, parce qu'on n'y est pas. On peut raconter l'épuisement après la traversée en avion et le premier sourire. On peut dire les premiers jours, l'arrivée à la maison. Comme tous les enfants, mon frère a un récit de son origine dans la famille, comme moi. Mais ce récit ne remplace pas les 3 années tapies dans les replis de sa peau. Pour lui, il n'y a ni avant, ni témoin. Une marque à l'épaule, l'affreux furoncle qui faisait si mal, une cicatrice au genou, la chute contre le caillou quelques mois après son arrivée, et d'autres marques encore, dont on ne saura rien. Pas de témoin, des ombres seulement, des souvenirs qui s'échappent comme des têtards au bord du sommeil, qui l'envahissent la nuit, quand il appelle de toutes ses forces à en quitter son corps. Il appelle « maman ». Mais qui peut savoir à quelle maman il s'adresse? Lui-même ne le sait pas. Les explications ne comblent pas le silence. Alors parfois, il s'installe dans ce silence comme un enfant ours. Il y a un trou dans son histoire, et tout l'amour du monde n'y peut rien. Ma mère a besoin de parler. Non, vraiment, on ne pourra pas retrouver ses parents. Il n'y avait pas de petite médaille ni de papier glissé dans son lange. Ce n'est pas un roman. Peut-être qu'elle ne veut pas qu'on la retrouve, cette femme. Qui sait? Parfois, c'est terrible pour les femmes. Tu te rends compte que tu es enceinte, tu n'as pas eu le temps d'y penser. Parfois, c'est un arrêt de mort. Il ne faut jamais juger une femme sans savoir ce qu'elle vit. Abandonner son enfant, Dit la mère. c'est inconcevable. Ce n'est pas une chose qu'on fait à la légère. Faire venir un enfant, ni dans le ventre, ni par avion. Mais parfois, il y a des accidents. Non, c'est pas interdit de laisser un bébé dans la rue. Dit la mère. Et ces choses-là, la loi ne s'en occupe pas. Et le pire, c'est qu'il y a des femmes qui se mettent en danger parce qu'elles décident de garder l'enfant. En danger d'être rejetées, de mourir de faim, ou pire. Il y a des femmes qui ont à peine quelques années de plus que toi et qui sont déjà mères. Pourquoi? Parce qu'on les a forcées et que c'est un crime. Mais ce sont elles qui sont punies. Et pas seulement en Corée. Avoir un enfant comme un sale secret. Un abandon comme une défaite, une honte. Mais pas pour les femmes. Ni pour les enfants. Tu dois comprendre ça. Pas à cause d'elles. Le début des années 80 est voilé de brume et de fumée. On parle encore de la Palestine et des dictatures d'Amérique latine au souper. La fraction armée rouge enflamme les conversations. On parle de violence et de contre-violence, de rapports de force, de patronat et de répression. On en parle parfois violemment, et les parents deviennent prudents. Le monde a changé, mais pas comme on l'avait prévu. Ce sont les années Thatcher-Reagan, les années nucléaires. Des années tangentes, de promenades au bord des gouffres industriels, verres brisés, débris de métal, capotes et seringues, tags et graffitis, et les silhouettes qui marchent sur la grande route à la tombée de la nuit,
Les mains enfoncées dans les poches ont des airs de vampires, d'anges déchus. Les adolescents se plantent au carrefour, le pouce levé en direction de la mer ou des Ardennes, n'importe où, loin d'ici, à la recherche d'hallucinations et de travestissements. Les gars empruntent le bâton de colle des filles et soulignent leur regard d'un trait noir. Ils traînent dans les terrains vagues, les friches, les toilettes des gares. On leur dit qu'ils ont des problèmes, ils répondent qu'ils ont des amis. Quand la ville dort, ils s'échappent par les fenêtres et se faufilent entre les brèches de la réalité. Derrière les palissades, ils se font un nid à la mesure de leur corps. Ils réapparaissent au petit matin, les yeux cernés et la bouche gonflée. Ils rêvent de Berlin dans les parkings du Brabant wallon, les usines désaffectées et les caves. Ils adulent des dieux hermaphrodites aux pupilles dilatées. On dit qu'ils finiront mal. Ils haussent les épaules. Finir est un mot qui leur plaît. Le jour, ils pensent à autre chose en essayant de faire ce qu'on attend d'eux. Ils apprennent à leur corps à donner le change pendant qu'ils sont loin. La voix de Bowie traînaille dans les squats. Ils n'en comprennent pas les mots. Il faudra des années pour qu'un jour quelqu'un se demande « Ça parlait de quoi déjà, cette chanson qui donnait du courage ?» Que disait cette voix qui nous faisait relever la tête et affronter les regards sur nos corps d'enfants rois, d'enfants pirates, d'apaches des années Yakari? On murmure qu'il faut désormais se protéger de l'amour. La chanson parle d'eux et du temps. Du temps qui attrape une cigarette, lève un doigt, un autre doigt, glisse la cigarette entre tes lèvres. Elle dit « Tu es un suicide rock'n'roll. Trop vieux pour perdre, trop jeune pour choisir. » Then cigarette. The water wall is calling. It lingers, then you forget. Oh, ho, ho, ho. You're a rock and roll suicide. You're too old to lose it. Too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Il chante ça, Bowie. Et sa voix explose les grilles d'accords et les murs en papier mâché. Elle circule entre les corps de ceux qu'on appelle les ados, pour ne pas avoir à prendre au sérieux leur vision, leurs doigts qui pointent entre les failles et les barbelés vers le chaos qui vient. La chanson les laisse ivres, au petit matin, devant les maisons où les parents guettent, les yeux cernés, après les avoir cherchés toute la nuit, et leur ouvre la porte sans dire un mot. Un regard suffit. À la fin de l'année, les parents sont convoqués à l'école. Il est question de réorientation, d'être à la mauvaise place et de ne pas entrer dans le cadre. Le lycée se débarrasse de l'élément perturbateur. Pas attentif, ne fait aucun effort. Un garçon charmant, il n'est pas bruyant, mais malheureusement incapable d'entrer dans le cadre. Une mauvaise influence pour ses camarades, vous comprenez? On ne peut pas prendre de risques. Il est la pomme pourrie du panier. Il n'a pas envie de jouer. Pas envie de saisir. Tout lui échappe. Il s'en fout. Il s'enfuit. Dans sa vie, il y a des rires, des fêtes, des terrains vagues et des maisons abandonnées, des virées à Amsterdam et beaucoup d'amour. Il y a des champignons et des métamorphoses. Il explore. Il ose. Il vit, surtout la nuit, comme dans les chansons de ces années-là, qui parlent des lunes assassines, d'amour comme du sang. We're on the road to nowhere. Il est expert en disparition. Il habite partout et nulle part.
Et il finit toujours par réapparaître. On le croise parfois sur le chemin de la gare, rarement seul. Parfois, il a besoin d'argent. Et on se donne rendez-vous à la maison le dimanche parce que ça fait longtemps. Il y a des hurlements, des menaces, des portes défoncées d'un coup de pied, des phrases assassines, des coupables et des victimes. Plus de questions après le goûter. Plus de cadeaux bricolés dans les recoins du salon. Plus d'histoires qui finissent bien. Tout se recouvre de cellophane. D'abord, il dessine dans les marges, avec la pointe en métal d'un stylo Rotring, celui avec lequel le père dessine ses plans d'architecte sur un coin de la table. Des traits d'abord, des labyrinthes sur le papier, des petits personnages. Et le père se gratte la tête. Quelqu'un a vu mon Rotring ? Et puis arrive un visage, et plus tard un masque. Parfois quelques mots, une signature. Il dessine sur tout ce qui lui tombe sous la main, sur les factures, au dos des lettres, dans des carnets, à l'endroit, à l'envers, à la main gauche, pour voir. Un cadre, et dedans des courbes, des cercles étouffés dans des carrés. Quand il dessine, tout autour de lui s'apaise. Sur l'appui de fenêtre du couloir des chambres, il y a une belle rangée de pots. Une forêt de petits arbres très feuillus dans le contre-jour. Et la mère dit: C'est bien, regarde, il prend soin de quelque chose. Un début de responsabilité, c'est important. Quand il n'est pas là, elle les arrose. Jusqu'au jour où les flics ont sonné à la porte. Elle a dit les flics ce soir-là, mais personne n'a relevé. Perquisition. Ah bon ? A dit la mère. Bon, bien sûr, vous pouvez entrer, on n'a rien à cacher, vous devez vous tromper. Mais je vous préviens, j'ai pas réussi à lui faire ranger sa chambre. Quand ils ont vu les plantes, ils ont dit: et ça ? Elle a répondu fièrement: Ça, ce sont les plantations de mon fils. Les lendemains sont orageux, menaçants, tendus comme les négociations entre Reagan et Gorbatchev. Mais quelques mois plus tard, elle en rit. Ma tête, quand ce type a dit que c'était de la drogue, mais j'avais l'air de quoi ? Et après un silence, Je les aimais bien, moi, ces plantes. C'était joli. le père hoche la tête. Il paraît qu'on peut en faire un gâteau, de ces graines. Mais vous pourriez essayer. Votre mère a besoin de se détendre. Alors, on comprend qu'il savait tout du long. J'ai grandi au Caire, je vous rappelle. Je reconnaîtrais cette odeur entre mille. Ça sent vraiment bon. Dans d'autres maisons aussi, ça a lieu. D'autres aussi finissent au petit matin chez les flics, sans distinction de classe ou d'origine. Il y a de la dérive dans le Brabant wallon. Oui, mais lui, quelqu'un l'a croisé à l'entrée du cinéma, un dimanche soir. Il était assis par terre avec ses copains. Il faisait la manche. Et ces copains-là, comme on sait, ils ont tout à fait décroché. Ils ne rentrent plus du tout chez leurs parents. En 85, une photo l'atteste. Il y a du neuf dans son regard. De la défaite. Trop de calme peut-être. Et des ennuis dont on n'a pas idée. C'est peut-être juste une dispute d'amoureux, une gueule de bois. Je ne suis pas souvent à la maison ce printemps-là, préoccupée par mes propres affaires de mauvais sang. Quand je remonte à la surface, Shindo me photographie dans la dentelle. J'ai changé de tête, perdu des kilos, j'ai besoin de nouvelles photos, mais j'ai honte. Ce dimanche-là, il a emprunté l'appareil des parents. Alors, allons-y pour les photos. Avec lui, ça ira, pas besoin de faire semblant que ça va. Les dimanches en famille sont des parenthèses, autour d'un gâteau qu'on trouve trop sucré, mais ça rassure comme au temps de l'enfance, quand on disait « Moi d'abord, pousse-toi. Hé, mais ça va pas aller !» Mais il en a plus que moi. « T'aimes pas la crème fraîche ?» Bah alors, c'est à moi de décider à qui je donne ma part. Et comme au temps où la mère coupait les fraises en 4, et quand on était un peu trop sage à la table du goûter à cause d'une récré dont on ne dirait rien, mais parce qu'on avait perdu la face. Le dimanche suivant, les photos m'attendent sur la table. Je me reconnais. Je ne pourrais rien faire de ces images professionnellement, mais c'est un caillou sur le chemin, une attestation. Il m'est arrivé quelque chose et Shindo l'a vu. J'ai rejoint quelque chose,
abandonner quelque chose dans cet amour. Je suis arrivée nulle part, et nulle part à ces séductions, ces enchantements. C'est un endroit dont je ramène des trésors d'incertitude. Alors, je me dis que c'est ça qui est apparu dans le regard de Shindo l'année d'avant. L'anéantissement. Je le regarde à la dérobée, dans les repas familiaux, aux anniversaires, quand il oublie de sourire. Je pense, il est foutu. Je me relèverai de cet amour dans lequel je me suis pris les pieds. Mais lui, il a cessé de se battre. Il fait encore un peu semblant, rit, tousse beaucoup, reprend du gâteau, dit qu'il a mal aux dents, demande si on a de la bière. Il dit qu'il n'a aucune idée de ce qu'il veut, qu'en attendant, il a décidé de faire son service militaire. Ce sera déjà ça. Il a besoin de s'éloigner. Son amoureuse est triste. 8 mois en Allemagne, c'est long. L'adolescence a passé. Ça ne l'empêche pas de disparaître. Même à table, au jardin, il disparaît, loin de nous, de son corps. Parfois, il n'a nulle part où aller. Parfois, on ne sait pas où il est. Mais il finit toujours par revenir. Dans mon premier appartement, chaussée de Waterloo, j'écris. Je savais tracer des lettres, faire des phrases, trouver des rimes et des rythmes, raconter des histoires, mais je m'aperçois qu'il y a autre chose à faire avec les mots. Une autre alchimie. Bientôt Noël. Il y a de la pluie, des illuminations dans la rue. Feed the world, make it a better place. La vue sur une école dont j'ai oublié le nom, l'affiche des cellules communistes combattantes sur une boîte à électricité, une folle accroupie contre le mur d'en face, le regard fixe sous ses cheveux d'animal. Comment dire cette suspension de l'attente ? Le lit est encombré de bouquins, de papiers déchirés, brouillons de lettres dont il ne reste qu'une vague sensation de grands sentiments censurés. Quoi que tu fasses, tu ne pourras pas faire que... Tu fais chier, mais ça ne changera rien. Tu pourras faire toutes les conneries que tu veux. Quoi que tu fasses, tu m'empêcheras pas de t'aimer. Écoute, mon vieux, c'est des grands mots, mais... En tout cas, Noël sans toi, ça vaut rien. Un petit A5 recopié jusqu'à la migraine. Quoi qu'il fasse, vraiment, il faut en être sûr. Quoi qu'il fasse, oui, il sera toujours mon frère. Quoi qu'il fasse, toujours bienvenu. Et quoi qu'il fasse, je ne cesserai pas de l'aimer, même si... Qu'est-ce que j'essaye de lui dire ? Qu'est-ce que mon cerveau gavé de poèmes et de films des années 80 a fourré pêle-mêle dans ce mot « aimer » ? Est-ce que j'ose l'écrire ? Quoi que tu fasses, jamais je ne t'abandonnerai. Le lendemain, dans un café d'Ixelles, et les vitres sont couvertes de buée, une amie me demande « Est-ce que tu es amoureuse de lui ?» Sa question réveille une nausée. « Quoi ? C'est mon frère quand même. Ça s'appelle un inceste, ça. Et même si j'étais amoureuse, c'est un tabou, l'inceste. Même si c'était vrai, ce serait refoulé, même à moi-même, je ne l'admettrais pas. Tu ne me dirais pas aussi tranquillement que je suis amoureuse de JC, si ? À tâtons, elle se risque. JC, c'est pas pareil quand même. Finalement, Shindo, ce n'est pas vraiment ton frère. Je veux dire, techniquement, il n'y a pas de tabou. L'amie est sincère et claire. Et plus elle insiste, plus j'ai envie de vomir. Heureuse de la nausée comme des battements de cœur qui me préviennent qu'une ombre a surgi au coin de la rue, la nuit, et me rappelle que je suis une proie. Ces nuits-là, dans la rue, mon corps prend le relais. Ne te retourne pas, accélère, repère les maisons où tu pourrais sonner. Dans ce bistrot enfumé de l'entre-deux-fêtes, la nausée dit le dégoût, l'effroi, le tabou qui me soulève l'estomac, le possible refoulement impossible à imaginer, m'apprennent que cet homme est mon frère, que le désir interdit me révulse le corps. Brave corps, sur qui je peux compter en toute saison. Shindo fait de la céramique. Il est l'apprenti d'un potier. Ça lui plaît. La terre, les formes, les motifs. Il essaie la gravure et l'huile quand il a assez d'argent pour acheter la toile. Le papier se couvre de fusain.
Les carnets sentent le bois brûlé. C'est en attendant, Dit-il. en attendant l'atelier et le four. La terre le préoccupe. Il lui faut un endroit qu'il pourra salir, un endroit à lui, où fermer la porte pour travailler. Il installe son atelier dans l'ancienne forge de la ferme, derrière l'étang dans lequel il tombait quand il était petit. Il y a un chat, une vieille bagnole, mais la forge prend l'eau. Tout y est en vrac. Les amis l'y rejoignent le jour et la nuit. Quand ils s'en vont, il reprend la terre, essaye des formes, des théières, des jardinières, un jeu d'échecs aux figurines abstraites, des pots. Il y passe ses nuits dans l'humidité. En retard sur les commandes, faire pour vendre, il n'y arrive pas. Les matins de colère, il casse tout, déchire les dessins, brise les céramiques. Par abandon, par négligence, par accès de rage, il casse, détruit, démolit, jette par la fenêtre, fracasse, donne des coups de pied, de poing. Il s'emmure dans le silence et s'abrutit de fumée. Il voulait tout essayer, mais une nuit de champignons, il a vu son ami devenir une larve. Alors il quitte la forge et se tient à l'écart pendant quelques semaines. Mais seul il ne peut pas, les autres lui manquent. Cette liberté, ces rires et la complicité. La vie dans les marges, au présent, avec eux. Les substances, il peut s'en passer. Mais se sevrer d'eux, de cette vie-là, être une pierre qui roule avec eux, lui est impossible. Il repasse de l'autre côté. On dit qu'il fréquente un squat quelque part dans la campagne du Brabant wallon. C'est là qu'il bidouille avec un peu de terre. Un carnet, quelques feuilles de papier en attendant de trouver un boulot, un atelier. Quand les autres s'endorment, il se met au travail. Il est un pont entre deux mondes. Cet hiver-là, Kurt Cobain se tire une balle dans la tête. Dans la note pleine d'amour qu'il laisse à ceux qui restent, il cite la chanson de Neil Young. « Mieux vaut s'embraser que de s'éteindre à petit feu. » Et comment va ton frère ? Ça va. Ça va bien. Il est au CPAS, mais il a trouvé du travail. Il anime des ateliers pour enfants. Ça le fait rire. Moi qui n'ai même pas mon diplôme d'humanité. Ça se passe bien. Il remonte la pente. L'année prochaine, il aura un mi-temps. Il vient de recevoir une bourse pour développer son projet de peau. Il s'est installé chez nous, en attendant. Lui, il disait « Je porte un masque de chinois sur une figure de blanc. Quand il me regarde, il ne voit que le masque. » Il a dit ça comme un fait. Une évidence. J'ai dit, depuis quand ? Et lui ? Je ne sais pas. Ça a toujours été comme ça. C'était une toute petite conversation en passant, quelques jours avant sa dernière disparition. On ne s'est pas attardé, on ne s'est appesanti sur rien. Il vivait chez nous depuis l'hiver. Plus de chauffage dans son appartement, plus d'amoureuses, trop de cafards. C'était provisoire, un transit, en attendant le boulot qu'on lui avait promis pour Pâques. Le résultat de la demande de soutien qu'il avait envoyée et le CDI qu'il aurait au printemps. On aimait bien qu'il soit là, c'était facile. Il pouvait aller et venir, il s'occupait de la petite. 3 adultes pour un enfant, c'était idéal. Il devait être à peu près 5 heures. Je suis rentrée dans le salon et il était là. Il allait partir, je ne sais plus où. On avait juste le temps d'un café. Je ne me souviens plus de sa voix. J'ai retrouvé les mots que j'avais notés le soir même dans mon carnet. On parlait de pas grand-chose, les vacances, le boulot, les parents. Ça n'arrivait pas souvent qu'on soit juste à 2, au même endroit, au même moment, sans rien à faire d'urgent. Sur le moment, les mots qu'il a prononcés étaient effrayants. Une semaine plus tard, les mêmes mots me protégeaient de la rage. On aurait pu parler de toute autre chose. J'ai demandé si tout se passait bien dans son atelier avec les enfants. Il a dit oui, qu'il aimait ça, qu'il travaillait sur les masques, mais qu'il ne se voyait pas faire ça longtemps. De fil en aiguille,
On a parlé d'avenir. Je crois qu'on parlait de désir. De trouver une place où être là suffit. Mais ces années-là, on disait, pour avancer, il faut un projet. Il a dit qu'il n'était pas en paix, jamais simplement tranquille, qu'il rêvait de sa mère et qu'au moment de retrouver son image, il se réveillait en criant « J'ai dit !» comme quand tu étais petit. Et lui? Ça n'a jamais arrêté. Ça me rend fou. J'ai demandé s'il voulait retourner en Corée. Il a dit... Ils me l'ont proposé. Un moment, ça m'a intéressé. La façon dont ils travaillent la terre là-bas. Les encres végétales et les temples. Le rapport aux morts, à la nature. Mais c'est trop tard. Ça ne m'intéresse plus vraiment. J'ai bafouillé un vague. Tu vas te suicider? Un factuel, je veux dire, est-ce que tu penses à te suicider? Comme j'aurais dit, est-ce que tu partirais en vacances cette année? Il a répondu tout aussi factuellement. Mais non. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça aux parents. Ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont donné une seconde chance. Et il a ajouté. Parfois, je me demande s'ils ont bien fait. Qu'est-ce que ça change? Il a conclu. Ma vie est une erreur, mais je ne peux pas leur faire ça. J'ai répondu que les bouddhistes disent « Si tu sauves la vie de quelqu'un, tu en es responsable. » Il a dit. C'est ça. J'ai dit « C'est à double tranchant. Ça veut dire que ta vie ne t'appartient pas. » Et lui? J'ai commencé à méditer. Ça me va bien. Ça m'intéresse. On était d'accord. Imaginer les parents apprenant la nouvelle de son suicide, c'était impossible. Sans eux, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais je leur dois bien ça. S'ils avaient été cons, ça aurait été plus facile. Il a hésité avant d'ajouter. Quand ils seront morts, ce sera différent. J'ai encaissé, respiré. J'admirais qu'il n'ait pas esquivé, qu'il ait fait le tour de la question au fil des années. De mon côté aussi, j'avais ruminé cette histoire, tempêté, pleuré, déclaré mon amour, conseillé, haussé les épaules, cherché des stratégies, fait le tour de tout ce qui était exprimable. Pas la peine d'ajouter une couche de sauce. C'était sa vie. Il l'avait regardée. Ça ne l'avait pas empêché de rigoler. Ça ne changeait rien au fait qu'il était aimé et qu'il aimait. Ça n'avait rien à voir avec l'amour. L'amour n'était pas un problème. C'était la seule chose qui ne posait aucun problème, l'amour. Mais ça ne servait rien en l'état. J'ai parlé de la psychologue, de l'école, des renvois, des avertissements, des menaces. Il hochait la tête. Quand j'ai dit « Les parents auraient dû », il m'a interrompu. Fous la paix aux parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je n'y arrive pas, c'est tout. Je les ai déçus, et si je meurs, ce sera une déception de plus. Ils auront fait tout ça pour rien. Alors j'ai essayé autre chose. À tâtons, j'ai dit « Il n'est pas trop tard, tu es vivant. » Et lui? Non, pas vraiment. Il a parlé du masque, ce malentendu du miroir. Je porte un masque de chinois. Dessous, je suis comme Jean-Christophe. J'ai parlé du fils de Joe. J'ai dit que pour lui, avoir un oncle qui lui ressemble, ça change tout. Il a acquiescé, souri. Alors j'ai dit que depuis la petite, mourir n'était plus une option. Et qu'il était parfait avec elle, fait pour avoir des enfants. Qu'avec les enfants, tout se retourne. Il a soupiré. C'est clair, je le vois bien, j'ai un truc avec les enfants. Eux, ils me comprennent, pas besoin de parler. Mais je n'en aurai pas. J'ai demandé comment il pouvait en être si sûr. Alors il a dit. Parce que ce sera bientôt fini. Je ne le ferai pas exprès. Mais je le sais. J'en ai plus pour longtemps. Alors ce serait dégueulasse de faire un enfant. Ce n'était pas une information tragique. C'était une information pure. Un fait. Il y avait de la lumière dehors. On était protégés du froid. Lui calé dans le dossier de sa chaise, qui fumait, et moi accoudé à la table, aux aguets. On a parlé de la Corée, des forêts, des chamans. Il disait qu'il pensait que s'il s'essayait avec la terre, la céramique, son travail sur les masques, avait un rapport avec là-bas. Que sans doute là-bas, il comprendrait ses rêves. Il donnait l'impression d'être prêt à partir. C'était bien cette conversation.
J'ai pensé que c'était le début d'autre chose. Le soir est tombé, on était en retard. On est partis en courant, chacun de son côté. J'ai oublié de lui demander s'il était là pour le souper. Il disait que sa vie était une aberration. Je l'ai cru. Il avait raison. Mais j'ai eu tort de le croire. Le 8 mars 97. On est assis dans le bar d'un théâtre et je ne parlais plus depuis un bon moment. Je regardais l'horloge. Dans la conversation, il était question de chiffres, d'institutions et de nouveaux décrets. J'étais distraite. Il m'était de plus en plus difficile de me concentrer sur les objectifs de la réunion. J'avais déjà dit 1 ou 2 fois « Il va falloir qu'on lève le camp ». J'ai dit que je serais rentrée à 6 heures. Personne n'avait réagi. Alors je me suis levée, j'ai dit « Je vais juste appeler, prévenir que j'ai du retard ». C'était un téléphone à pièces, accroché dans l'ombre d'un couloir, en face des toilettes, au-dessus d'une pile de bottins. J'ai dit que j'étais désolée, que je n'arrivais pas à clôturer cette foutue réunion. De l'autre côté, il y a eu un blanc, puis... C'est pas grave du tout. Et à toute allure, comme pour s'en débarrasser, mon homme m'a dit... Tes parents m'ont appelé, Shindo a eu un accident. J'ai pensé aux ennuis, à la voiture qu'il venait d'acheter, à l'argent, mais il a précisé... Il a été éjecté. Il n'avait pas sa ceinture, il est mort sur le coup. Et puis très vite... La voiture a quitté la route, il n'y avait personne en face. Les gens qui étaient dans l'auto ne comprennent pas. Les autres n'ont rien. Encore un blanc, puis... Tu es là ? Ça va aller pour rentrer ? C'était un accident. Tu m'entends ? J'ai enregistré l'information. C'était une information absorbable par mon esprit. C'est la faute à personne. Impossible de prendre la route des comptes à régler. J'ai demandé « Il est où ?» À l'hôpital de Dinan. J'ai pensé que ce n'était pas de son corps dont je parlais, mais j'étais trop fatiguée pour réfléchir. Je suis revenue dans le bar du théâtre, j'ai vu les autres, assis à la table, les cafés, les papiers, ma chaise vide, mon sac, 2 hommes mûrs et mon ami, que la nouvelle allait dévaster. Je n'ai pas trouvé comment dire. Je ne pouvais pas rester plantée devant la table, au milieu du va-et-vient des consommations, et annoncer calmement « Il va falloir qu'on y aille, mon frère est mort ». Je me souvenais des fous rires de l'adolescence quand on brossait les cours en se disant « On n'a qu'à dire que quelqu'un est mort ». Je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de m'asseoir et de reprendre la conversation à l'endroit où je l'avais laissée. J'ai décidé que je ne dirais rien, même à moi, qu'on allait régler cette question de décret, de nombre d'heures. Après tout, j'aurais pu tomber sur le répondeur et apprendre la nouvelle tout à l'heure en rentrant. J'ai décidé que c'est ce qu'on ferait. Moi et moi, garder ça pour nous jusqu'à ce qu'on y voit clair. C'était étonnamment facile. L'information flottait quelque part au-dessus du téléphone. Il suffisait de la laisser là. Sur le parking, je cherchais mes clés dans mon sac. Mon ami a dit « Ça va ?» J'ai vu que je tremblais, alors j'ai dit « Non, ça va pas. Mon frère est mort, il a eu un accident, il va falloir que tu conduises. » Il a pâli. J'ai répété « Il n'a pas fait exprès, c'était un accident. » Je ne me souviens pas d'autre chose. Seulement le visage de mon ami, pâle, sombre, les yeux fixés sur la route, le paysage qui défile dans le vide, le ciel blanc, les arbres, les prairies, le panneau Landen, le panneau Linsant, le panneau Beauchamp et Leuven, Louvain, et puis Reyers, Mézère. À la maison, j'ai ouvert la bouche et un flot de colère est sorti. La morgue était tout au fond d'un parking au sous-sol de l'hôpital. 4 lits, 2 cadavres. De loin, j'ai reconnu le corps recouvert d'un drap. On m'a dit « Ne soulève pas le drap ». J'ai dit « Je veux voir ses mains ». Arrêtez de chuchoter, il ne se réveillera pas. On m'a répondu « Elles sont très abîmées, il vaut mieux ne pas toucher ». J'ai regardé mon frère, sa peau comme du papier, son crâne bandé, proprement emballé. Je ne comprenais pas son visage. Lisse, apaisé, confiant. Son nom était écrit sur une étiquette au pied du lit en fer blanc. Mabardi André, 8 du 3 1997. Il y avait une erreur. André, c'était son nom de baptême. Personne,
jamais ne l'a appelé comme ça. Il ne s'en servait que pour les factures, les propriétaires et les lettres d'huissier. J'aurais voulu prendre une photo, prendre quelque chose, prendre son corps sur mon dos. Quelqu'un à l'intérieur de moi était invincible. Quelqu'un m'a quitté, est sorti de moi, a soulevé le drap, s'est blotti dans la poitrine défoncée de l'homme, s'est couché là et s'est endormi. Quelqu'un a quitté le corps posé sous le drap et est entré en moi tandis que j'inspirais avant la colère. Quelqu'un s'est emparé de mon corps. À l'intérieur, quelqu'un s'est mis à trembler. Un siècle s'est écoulé, durant lequel j'ai parcouru des villes et des forêts. J'ai avancé au bord d'une falaise en plein vent et les vagues battaient contre la roche. Quelqu'un a dit « Viens, ce n'est pas la peine de rester ici ». Il y a dans mon corps une enfant de 7 ans qui regarde une photo noir et blanc. Sur la photo, un frère. Il se tient debout sur une terrasse avec une pancarte autour de son cou. Sur la pancarte, son nom, Park Shin-do, numéro 9523. Quelque chose ne va pas, c'est grave, ça se voit, il faut y aller tout de suite. En remontant l'escalier, en respirant l'air frais de la nuit face aux grands arbres au bord de la route, je me suis juré que jamais je ne ferais de ceci un drame. Que ça reste cru comme le carrelage, précis comme les gestes d'un mécanicien, cru comme une carcasse de bœuf à l'arrière d'un camion à l'aube, devant la boucherie, quand on va prendre le tram en hiver avant le lever du soleil, comme la voix de Nico dans les cathédrales, à la recherche de la musique de son enfance, ce bruit sourd de l'anéantissement de Berlin, cru comme la défaite, cru comme on croit au soleil. In what costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? White silks and linens of yesterday's gowns to all tomorrow's parties. And what will she do with Thursday's rags when Monday comes around? Anéanti, on se bat. Quelqu'un d'autre prend le relais, aux articulations d'acier, que rien ne peut atteindre, ni la fièvre, ni les cris. On pleure à peine, en se cachant. On a honte de l'éclat de rire qui nous surprend en flagrant délit de joie. On ne tombe pas comme Andromaque à l'annonce de l'assassinat de son fils. On reste debout. En public, on fait face, et ailleurs, on se couche. On ne se tord pas les mains comme les poupées russes des romans fleuves. On ne se griffe pas le visage. On ne s'arrache pas les cheveux comme Lady Macbeth. On ne lave pas le sang indélébile sur les mains. On fait la vaisselle et on écrit des dossiers. Les histoires ne nous servent à rien, surtout celles qui font du bruit. On arpente les rues comme une étrangère à soi-même. On s'étonne du visage dans le miroir, plus lumineux que la veille, des yeux plus brillants, des gestes plus précis, du plus de vie dans le corps. On prend plaisir à se glisser sous l'eau glacée. On devient cruel. On collectionne les ecchymoses et les griffes sur les poignets. On retient des fous rires quand on dit aux gens « il est mort », factuellement, comme si on avait dit « il est rentré en Corée ». On s'étonne de cette immaturité et du soulagement. Il ne souffrira plus. Il n'aura plus peur. La seule peur, maintenant, est la mienne. Et ce n'est plus une peur pour lui. On écoute Skunk Anansi en roulant très vite dans la voiture et en fumant beaucoup, comme lui. On reste assis sans parler au fond du fauteuil, près de la fenêtre, les yeux dans le vague, comme lui. On ne peut pas se débarrasser de la puissance avant de dormir. On n'arrive pas à épuiser le corps. On voit le monde avec ses yeux, et parfois c'est une fête, un éblouissement. Mais le plus souvent, on voit partout la répression, les sanctions, les transactions et l'absurdité. On dort beaucoup, n'importe quand. On passe des heures dans les bras d'inconnus, si possible des bras qui ne nous ont pas serrés avant le désastre. On plonge profond le regard dans les yeux de ceux qui ne savent rien du mort, rien de nous. On ne comprend rien à ce qu'on fabrique, mais on n'a pas d'autres moyens à disposition. Hope and liberate what's good on the world. Hope and liberate what's good on the world.
Alors on fait confiance. Après tout, on disparaîtra peut-être au prochain tournant. Jusque-là, on est immortel. Et on est jalouse parfois de sa disparition, comme on était jalouse de son audace. On sort, on boit beaucoup, on ne compte plus les sous, on ne compte plus sur personne. Jamais les errants n'ont été plus beaux. Eux, ils savent. On a perdu l'accès au langage. On est on. Et quand par inadvertance, par lâcheté, on dit je, la phrase s'interrompt dans une collision aux sonorités de tôle froissée. On est confondu au monde. Tout nous traverse. Plus de contours, en grève, en manifestation, opposé à la mort. On a perdu son corps. Quand ma petite est au lit, je trie les affaires une à une, soigneusement, en regardant chaque objet, sans savoir ce qu'il faut jeter ou non, jusqu'au cahier dans lequel je trouve 2 lettres. La première adressée aux parents dit « L'amour. Vous êtes mes parents. » Et la gratitude. Elle répète les mots qu'il m'a dit. « Vous avez fait tout ce que vous pouviez. » L'autre lettre parle à une femme, la première maman, comme on disait au temps de son arrivée. La même encre, le même papier, la même écriture sauvage et soignée, dit le désespoir d'être séparé d'elle, l'inquiétude, l'obsession pour ce qui lui est arrivé à elle après l'abandon, l'impossibilité de survivre, comment la pensée d'elle, là-bas, ne l'a jamais quittée. 2 lettres écrites la même nuit. Il n'y a pas à choisir laquelle est la vraie. Toutes les 2 disent la vérité, mais l'une sans l'autre est un mensonge. La tante Dominique n'est plus hippie depuis longtemps. Elle est en Belgique pour quelques jours, le temps d'une visite en route vers l'Argentine. Quand j'étais enfant, ces visites me ravissaient. Elle s'accroupissait pour être à notre hauteur et ses cheveux dorés touchaient le sol. Elle posait des questions et nos réponses l'intéressaient. Ma mère coupe la tarte, mon père raconte une histoire aux enfants et Dominique me demande par-dessus le remue-ménage « Comment ça va, toi, avec Shindo ?» Je dis « Je crois que ça va, que c'est mieux comme ça, que c'est ce qu'il voulait. Il n'y arrivait pas. » Et elle dit « Est-ce que tu es triste ?» La question m'étonne. Jusqu'ici, personne ne me l'a posée avec une telle franchise, un tel sourire, droit dans les yeux. Je réfléchis un peu. Oui, je crois que je suis triste et fâchée aussi. Elle m'observe par-dessus la table. Les jouets, les gosses qui piaillent. Tu le retiens ? Il y a trop de bruit pour répondre directement. L'histoire est finie et les enfants s'impatientent, veulent de la tarte. Quand tout le monde a le nez dans sa tarte, Dominique reprend la conversation. Ta tristesse le retient. Hein. Il faut le laisser partir. Je suis fatiguée. La tarte est trop sucrée et je ne sais pas comment faire de ce qu'elle dit. Il suffit de trouver quelqu'un qui connaît la prière des morts. Contre toute attente, mon père sourit. Ça, c'est marrant, tiens. Il fouille dans ses poches et sort la carte de visite d'un ami de mon frère. Appelle-le. À la cérémonie, il a dit que Shindo s'intéressait à la méditation. La pièce est blanche et vide. Le jeune homme s'agenouille face à l'autel. Il s'incline, laisse le silence se déposer. On fait comme lui. C'est sobre. Une veilleuse, un Bouddha, quelques bâtons d'encens, la pièce connaît le rituel. Le jeune homme est prévenant. Il sait ce qui nous arrive. Lui aussi a perdu quelqu'un qu'il aimait. Mais de lui-même et de cette amitié, il ne dira rien. Il se pose peut-être 1000 questions. Il sait 1000 choses que nous ignorons, mais il ne laisse rien paraître. Attentif, concentré, il répète le mantra assez longtemps pour qu'on puisse prononcer les mots étrangers avec lui. J'écoute la voix de cet inconnu que Shindo a connu, pour qui on est la famille. Pour lui, le rituel est familier. Personne ne l'observe en ricanant tandis qu'il se concentre. Ce n'est pas une mystification, on le sent bien. C'est comme faire la vaisselle ou plier les draps. Il le fait avec soin, sans en faire une métaphysique. Il a dit « Ce n'est pas nécessaire d'y croire. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. On le fait pour lui. » Alors on le fait, sans exaltation. Il y sait quelque chose qu'on ignore. On ne sait rien, allons-y. Ça ne peut pas faire de mal.
Et la phrase finit par se répéter seule et ça s'ébranle, ça embarque le corps, la voix, ça s'installe en nous. Et une image passe de l'ébranlement du cercueil et l'envie de crier. Ça passe, les frissons. Le cercueil disparaît dans les flammes, les cendres se dissolvent dans l'eau. Oui, on dirait bien que je m'accrochais à quelque chose. Ça a lieu tout près. Et puis ça s'éloigne, et puis c'est fini. Bien plus tard, sur un autre tapis, dans une autre pièce qui donne sur un grand arbre, un marronnier peut-être, parce que j'y suis revenue à ce rituel par un autre chemin, je me souviens de ce moment, ces inconnus, cet hôtel, cette lumière, comme d'un bouleversement. Ma petite est grande à présent. Quand elle a atteint l'âge de raison pour sa fête de 7 ans, elle fait un dernier dessin de princesse et d'étoiles et pose une question. Je veux seulement savoir si ça lui a fait mal. La réponse est simple, non. Elle s'en va en dansant. Non. Il n'a pas souffert. Il est mort dans les bras d'un ami. Il faisait beau. Un air de printemps. Il venait d'apprendre qu'il avait reçu une bourse. Il allait pouvoir s'y mettre, vraiment. C'était le 3e jour d'une fête sans sommeil. Ils étaient torchés, comme on dit. C'était un jour joyeux, insouciant. La roue tournait, ils ne l'ont pas vu. La route tournait, ils ne l'ont pas vu. Il y a eu un bruit assourdissant et un silence entre les arbres. Tout s'est suspendu. Et puis, les oiseaux ont repris leur chant. Mon frère n'a pas assisté à sa première exposition. 42 jours après l'accident, dans l'atelier où il travaillait avec les enfants, les murs étaient couverts de toiles. De grands fusains sur calque étaient accrochés aux poutres, sur les tables, les quelques céramiques dont il était content. L'exposition s'étendait sur 2 étages. D'en haut, on pouvait voir les gens bavarder, s'isoler, observer un détail ou se taire et penser à lui. Il y avait du monde. Des enfants couraient au milieu des gens et des œuvres. Personne ne leur disait de rester tranquille, d'être sage, de crier moins fort. Il faisait très beau. C'était le milieu du printemps. On pouvait s'asseoir sur les pelouses. Quelqu'un a dit « Je ne l'ai pas connu, mais on voit bien qu'il était important. » Et quelqu'un d'autre. S'il était là, il n'en croirait pas ses yeux. Il serait le plus étonné d'entre nous. Et quelqu'un encore. Est-ce qu'il savait à quel point son travail était intéressant? Je ne sais pas si c'est l'accrochage, mais pour un type aussi jeune, c'est incroyablement cohérent. S'il avait eu le temps d'aller au bout de sa recherche, est-ce que ses cauchemars auraient cessé? Sous cette question, il y en a une autre qu'on ne peut esquiver, celle de sa place dans la société. Il n'a travaillé que dans les marges du temps passé à trouver de l'argent, trouver sa place, négocier avec un système dans lequel il était pris, de comptes à régler et de comptes à rendre, dans les injonctions de la norme, la productivité, la rentabilité, du travail qui donne un statut. Ses préoccupations, sa singularité, l'extraordinaire richesse de son expérience, qui pourtant aurait pu être partagée, n'avait aucune place et ne semblait d'aucune valeur. Il savait une chose de plus que nous. Il savait survivre dans l'absurdité, affronter l'ombre et le blanc, vivre en morceaux et se taire, écouter. Il pouvait voir ce qu'il y a à l'envers du visage. Il savait le montrer. Il était prêt à transmettre. Il en avait le désir et le courage. Mais où aurait-il pu trouver, en plus, la force de faire d'abord ses preuves? Preuves de docilité, de recherche d'emploi, de domiciliation, de fiches de paye, de bonne vie et mœurs. Dire que ce système était un enfer, que ce monde ne tourne pas rond, il ne le pouvait pas. La réponse aurait fusé. Tu ne trouves pas ta place, c'est normal avec ce qui t'est arrivé. Comment sentir ce que personne ne reconnaît? Comment nommer ce qui n'a pas de nom? Et comment écrire quand on a assez de ces affaires d'adaptation et d'intégration, comme si la communauté existait avant ceux qui la composent, comme s'il fallait se désintégrer pour avoir le droit d'y participer. Sous les anecdotes et les questions de vraie ou fausse identité, il y en avait une autre, à laquelle il commençait à donner une forme. Mais l'époque n'était pas au tableau et aux céramiques.
C'était les débuts de la télé-réalité. Parfois,